très concrètement par rapport au thème, quelle réponse à donner à l'islamophobie. Moi, je vais essayer de distinguer, ou en tout cas de diviser mon exposé en deux parties. Des réponses, ou en tout cas une réponse spirituelle qu'on peut donner à long terme, et ensuite des réponses très concrètes, pratiques, qu'on peut envisager à très court terme. Les deux, évidemment, se mariant et en étant en parallèle. Alors peut-être juste avant de démarrer donc, dans mon exposé, peut-être mettre en évidence la mesure, ou en tout cas savoir apprécier la galaxie islamophobe à laquelle nous avons à faire face. C'est pas rien ceux qui considèrent, non pas qui ont une peur de l'islam, parce que la peur d'une certaine manière elle peut être légitime, mais ceux qui nourrissent un rejet et une stigmatisation constante des musulmans et de l'islam en tant que tel sont à la fois nombreux et puissants. Vous avez évidemment d'abord tous les identitaires européens, les groupes qui gravitent autour des partis d'extrême droite et qui considèrent la présence musulmane européenne comme étant une souillure à l'identité européenne. Premièrement, vous avez ensuite un certain nombre de groupes, de réseaux très influents, et là je ferai le parallèle tout à l'heure, notamment au sein de l'État d'Israël, qui considèrent encore une fois la présence de plus en plus importante de musulmans en Occident comme étant une menace stratégique majeure pour l'État d'Israël. Et vous avez également tous les islamophobes, ou en tout cas tous ceux qui, sous couvert de discours laïques ou laïcards, s'en prennent et stigmatisent la communauté. Vous avez donc un certain nombre de groupes, de réseaux, de cercles qui se sont alliés et qui, maintenant c'est une alliance contre nature, puisqu'il y a quelques années ils se détestaient, s'allient, se rejoignent, font corps pour pouvoir contester et pour pouvoir considérer votre présence comme étant une présence menaçante contre laquelle il va falloir s'unir. Donc pour pouvoir lutter contre l'islamophobie, pour pouvoir réfléchir aux réponses qu'on a à y apporter, il faut d'abord savoir apprécier et prendre la mesure de tout ce magma islamophobe qui est puissant, important et contre lequel on aura à lutter, Inch'Allah. Donc maintenant, très rapidement, par rapport aux deux temps, à ce qu'on peut envisager à long terme et les éléments pratiques à très court terme. À long terme, et c'est peut-être une évidence que je vais rappeler, notamment aux musulmans, parce que je veux d'abord m'adresser à eux, même si le discours sur l'islamophobie concerne l'ensemble de la société en général, mais je pense sincèrement, fondamentalement, qu'à long terme, ce qui permettra de déconstruire les préjugés sur l'islamophobie, c'est finalement d'être en accord avec l'éthique islamique et de l'appliquer sur le terrain. Et je m'explique. Ce qu'on appelle en islam al-amr bil ma'rouf wa an-nahy 'anil munkar, c'est-à-dire d'être des marqueurs d'une éthique, d'une distinction éthique dans les sociétés occidentales, il faut que le musulman puisse en être les vecteurs dans tous les domaines de sa vie de tous les jours, autant au travail qu'au sport, que dans les transports en commun, que dans toutes les sphères de l'existence. Il faut être ces marqueurs de la distinction éthique. Finalement, il faut être en accord avec ce que nous enseigne le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quand il nous dit, et c'est pas rien, أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. حسن الخلق, le bon comportement. Et finalement, ça me fait penser également à un proverbe africain, vous en avez cité un, j'en cite également un, c'est les musulmans doivent être en face de celui qui a peur, qui finalement est nourri de préjugés de manière permanente vis-à-vis de sa présence, c'est d'être un arbre fruitier. On dit en Afrique, l'arbre fruitier, vous lui jetez des pierres, répondez par des fruits, d'une certaine manière. Et ça renvoie finalement à l'exemple même de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui même dans l'adversité avait cette posture de celui qui reste humble dans l'adversité. Mais attention, et là j'arrive très rapidement à ma deuxième partie, il faut distinguer la peur légitime d'un certain nombre de nos concitoyens de l'insulte indigne. La peur légitime, on peut riposter, la réponse à lui trouver, c'est cette réponse spirituelle, cette réponse éthique. Par contre, l'insulte indigne, c'est du racisme. Il faut le combattre et le combattre de la manière la plus vigoureuse. Et là, j'arrive donc à très court terme. Qu'est-ce qu'on peut envisager en termes de réponse et de riposte concrète? Alors, la première des choses que je voudrais vous proposer, c'est d'abord, évidemment, je pense qu'il appartient, notamment au vu de ce que j'ai évoqué en introduction, à tout ce magma islamophobe qui s'allie et qui considère l'islam comme étant une menace, il appartient vraiment aux organisations musulmanes de cesser un petit peu leur querelle de chapelle pour pouvoir
trouver un espace, une plateforme pour harmoniser les efforts des uns et des autres. On n'a plus le droit, ou en tout cas, si on pense qu'on va pouvoir contrer l'ouragan islamophobe, chacun de son côté, on n'y arrivera pas. Par contre, comme le dit le proverbe et que tout le monde connaît, l'union fait la force. Si on arrive à mettre en place, ou en tout cas à susciter un climat de confiance, à créer des liens autour d'un certain nombre d'associations, d'organisations musulmanes, peut-être également autour du CCIF, c'est ce qui permettra d'avoir la réponse la plus forte, la plus efficace. Et moi je suis content que depuis un certain nombre de temps, alhamdoulilah, nous et le CCIF, autour d'autres organisations musulmanes, on se voit de plus en plus souvent, et c'est également un message qu'on doit donner à la communauté musulmane pour leur dire, ça y est, on a pris la mesure du danger, et il appartient également, en prenant en compte nos sources islamiques, de prendre en considération nos sources islamiques qui nous imposent en face d'un problème systémique qui est l'islamophobie, de harmoniser les efforts des uns et des autres. Donc ça, c'est la première réponse très concrète, mais alhamdoulilah, on est en train de la mettre en place. La deuxième que je vais évoquer, c'est toute la question de la bataille médiatique. On vit évidemment dans une société de l'image, presque dans une société du spectacle, où l'influence des médias, j'ai pu vous la prouver. Finalement, le premier pouvoir, avant le pouvoir exécutif, législatif ou judiciaire, c'est le pouvoir médiatique. Et franchement, il appartient aux musulmans de pouvoir utiliser cette arme des médias, finalement de lire, de s'informer, de partager, de diffuser, que ce soit dans les réseaux sociaux ou sur Internet, tout ce qui peut alimenter les travaux du CCIF ou d'autres organisations musulmanes. Et pour être très concret, je vais vous prendre deux exemples sur cette question de la bataille médiatique. Au mois de juin, quand le gouvernement a mis en évidence, ou en tout cas a proposé, vous savez encore une fois, cette loi liberticide qu'on nous prépare d'interdire aux mamans le fait d'accompagner leurs enfants aux sorties scolaires, il y a eu dans l'une des plus grandes radios de France, sur le site internet, un sondage. Est-ce que vous êtes pour ou contre ce projet de loi du gouvernement? Eh bien, le matin, 80% des gens qui avaient voté étaient pour l'interdiction. Et le fait que beaucoup de textos, de partages sur Facebook, de mails aient circulé à la fin de la journée, franchement, ça m'a rempli le cœur de joie. Je me suis dit, on a quand même compris l'importance de s'engager dans les médias. C'est qu'à la fin de la journée, du fait, encore une fois, de la diffusion massive de l'information, eh ben, le résultat était complètement à l'inverse. C'est-à-dire qu'à la fin, au bout de 15 000 votants, on avait 80% de gens qui étaient contre le projet de loi par rapport au fait d'interdire aux femmes d'accompagner leurs enfants lors des sorties scolaires. Et le deuxième exemple, très concret encore une fois, c'est ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire le fait, nous il y a quelques semaines avec le CCIF, on a eu vent d'une affaire où une fille ou un certain nombre de sœurs du lycéenne ont été prises à partie par l'administration du fait, écoutez bien, qu'elles avaient des jupes trop longues, des vêtements trop amples, et que ça ne correspondait pas au canon, ou en tout cas au règlement intérieur de l'administration. Par le simple fait d'un communiqué avec les frères du CCIF, qui a beaucoup tourné sur Internet, au bout d'une semaine, les sœurs n'avaient plus rien de la part, il n'y avait plus du tout de remontrance de la part de l'administration. Pourquoi? Parce qu'un simple communiqué, avec la diffusion médiatique, a fait que c'est arrivé aux oreilles de l'administration, et comme elle a su que le buzz médiatique allait être à son encontre parce qu'elle était dans un cas d'abus de pouvoir flagrant, finalement ils se sont rétractés et les sœurs depuis maintenant plusieurs semaines n'ont plus de problème, alhamdoulilah. Donc ça donne la mesure d'une bataille médiatique qui nous appartient de gagner. Le troisième élément sur la question de ce qu'il faut faire à très court terme, c'est tout ce qui concerne la bataille politique également. Et là franchement, on a un élément mis à notre disposition, mais qu'on est les seuls à ignorer l'importance. C'est la question du vote. Excusez-moi de vous dire on est les seuls, parce que c'est quand même assez sidérant de constater, notamment en banlieue parisienne, la carte de l'abstention dans les élections, qu'il s'agisse des élections locales ou nationales, la carte de l'abstention est quasiment la même que la carte de la population musulmane. Où il y a des musulmans, il y a de l'abstention. Et où il y a de l'abstention, il y a des musulmans. Et qu'on est dans une posture vis-à-vis des élections, une posture où finalement on ne fait que fuir ou subir, au lieu d'agir. Donc la question du vote, je pense qu'elle est fondamentale et primordiale. Et quand j'entends notamment des personnalités politiques qui ont fait de la lutte contre l'islam, qui ont fait de la stigmatisation du musulman leur principal cheval de bataille, là je dis, il y a un problème. Et quand on prend par exemple le cas de Manuel Valls à Évry, il est quand même sidérant de constater l'apathie un petit peu de la communauté musulmane
dans cette ville-là, alors que finalement, ils ont le moyen de pouvoir riposter de manière intelligente et de sanctionner un discours islamophobe, donc raciste, de la part d'une personnalité politique. Alors, pour pouvoir faire court et pour pouvoir poursuivre un peu dans ces éléments très concrets autour de la question de l'islamophobie, le quatrième que je voudrais rappeler, c'est tout le domaine du discours. C'est de la guerre des mots. Et là, il y a deux volets. Tout ce qui concerne le discours intracommunautaire, c'est-à-dire à l'intérieur de la communauté, et tout ce qui a un écho avec le monde arabe. Au niveau de la communauté, je pense qu'il appartient aux musulmans, mais véritablement, de sortir de l'islam consulaire, de l'islam des ambassades, de l'islam de la servitude. Pourquoi ? Parce que d'une certaine manière, le fait de rester dans ce schéma d'un islam des colonies, finalement, ça renvoie l'image auprès des autorités politiques et médiatiques que tous ceux qui sont contre cet islam des colonies, eh ben finalement, ils font partie de l'islam problématique. Pour vous donner un exemple très parlant, vous avez une personnalité politique connue, Éric Raoult, qui disait récemment, en rencontrant un certain nombre d'organisations musulmanes qui lui tenaient un discours de principe, il disait, moi ce que je souhaite, l'islam, c'est l'islam de Fadela Amara et de Rachida Dati. Vous avez vu quel islam? Et par ricochet, en disant ça, l'islam qu'on promeut, nous, c'est un islam problématique. Et le discours islamophobe, pour pouvoir le contrer, c'est de sortir encore une fois de cet islam de la servitude et de développer un islam de la résistance. Donc ça, c'est au sein de la communauté. Et par rapport à tout ce qui concerne la question du monde arabe, juste un élément, parce que vous verrez que finalement tout est lié. Il faut vraiment réfuter le discours politique et médiatique dominant aujourd'hui dans les médias. C'est-à-dire le fait de considérer les partis se réclamant de l'islam comme étant encore une fois des partis problématiques en soi. Il faut réfuter cette lecture des choses. Pourquoi? Ça veut dire que l'islam en tant que tel est problématique. Et ça, c'est avaliser un discours islamophobe. Il faut renverser le schéma accusatoire et dire que finalement les musulmans ont le droit et que les populations arabes ont le droit, de l'autre côté de la Méditerranée, de voter et que personne ne pourra leur contredire ce droit de voter pour des partis qui demandent une application des principes issus de leur religion. Depuis quand on peut blâmer un parti, ou en tout cas une population, qui souhaite puiser dans ses références religieuses et historiques de quoi orienter ses orientations constitutionnelles? Ça s'appelle une lecture coloniale, il faut s'en départir. Je dois conclure, donc Inch'Allah, je m'en arrête là. Donc véritablement, 4 réponses pour conclure: une réponse spirituelle, une réponse médiatique, une réponse politique et une réponse sémantique. Barakallahu fikum wa salam alaykum.